Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. On poursuit la découverte de notre territoire à travers son patrimoine culturel et historique. Focus aujourd'hui sur le verre et le cristal. Vous verrez dans cette émission que ces deux matériaux ont largement contribué à façonner notre territoire, mais aussi notre histoire personnelle. Allez, avant de rejoindre mon premier invité, je vous propose d'en savoir plus sur la naissance de cette activité ici. Les premiers verriers étaient itinérants. Ils choisissaient un endroit pour s'installer et y restaient jusqu'à ce qu'ils aient épuisé le bois qui les entourait, puis se faisaient colporteurs pour vendre le produit de leur fabrication et s'installer ailleurs. L'histoire du verre dans les Vosges du Nord commence avec Martin Greiner et Simon Stenger à Holbach. En 1586, les deux verriers quittent Holbach et déplacent leur verrerie dans une autre vallée de la région, Münster, notre Saint-Louis d'aujourd'hui. La principale production de la verrerie était la gobeletterie et le verre à vitre. 10 verriers travaillaient à Münster en 1610. En 1629, 4 verriers de Lemberg installent un four et un hameau dans une clairière des environs qu'ils appelleront Sourte. Mais la guerre de 30 ans aura raison de ces verreries naissantes. Il faudra attendre encore quelques années avant que le verre devienne l'activité phare de ces fonds de vallée des Vosges du Nord. Lucien Fleck, moi je fais ma première escale avec vous ici à Meisenthal. Vous en fait vous êtes le fondateur du site verrier de Meisenthal. Oui. Alors d'abord expliquez-moi, en fait les verreries elles se sont installées ici chez nous à cause de l'environnement. Parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire du verre. Des matières premières. C'est ça. C'était principalement le bois, le sable, eau, et des cendres des fougères, ils sortaient la potasse qui leur servait de fondant. D'accord. Oui. Alors on entend toujours parler du pays du verre et du cristal, mais en fait il y a une vraie différence entre le verre et le cristal. Ben, le verre, ça remonte première verrerie Meisenthal 1711, et le cristal c'est beaucoup plus 1780 à Saint-Louis. Hein. Et la différence entre verre et cristal, là-bas dans la région, comme tout le monde sait à peu près la différence. On est que dans le verre, c'est le plomb. Hein. Oui. Dans le verre, il n'y a pas de plomb, et dans le cristal, il faut les 24% de plomb, sinon on ne peut pas l'appeler cristal. Si c'est en dessous de 24, c'est du demi-cristal ou du cristallin. On ne dit plus tellement demi-cristal, plutôt cristallin, mais c'est la même chose. Il va de 18 à 24, et à partir de 24, c'est du cristal. Hein. D'accord. Et les grandes cristalleries, ils vont jusqu'à 30-32%. À partir de 30%, c'est considéré comme cristal supérieur. Donc un qui a 31,7, 32, il ne dépasse pas 32. D'accord. Et plus le pourcentage de plomb est élevé, plus la qualité est meilleure, le plomb fait le poids, la clarté, la sonorité, ça augmente l'indice de réfraction. Et dans l'ordre, qu'est-ce qui est arrivé avant? C'est le verre d'abord, le cristal ensuite? Le verre d'abord. Hein. Le cristal, c'est comme je te disais, c'est seulement Saint-Louis, c'était la première cristallerie d'Europe continentale, plus les Anglais étaient avant nous, 1782. Hein. D'accord. Donc, oui, et puis chronologiquement, c'est après la guerre de 30 ans que cette activité s'est développée de manière impressionnante. Regardez. À partir du moment où les verriers ont cessé leur itinérance, les Vosges du Nord ont compté à travers les siècles une trentaine de verreries. Plusieurs n'ont pas survécu à la guerre de 30 ans, d'autres ont vu le jour bien plus tard. La guerre de 30 ans achevée, Münster est ruiné. En 1730, le feu y était toujours éteint. Et il aurait bien pu le rester. Louis XV accorde par arrêté du 7 février 1767 à la société Joly et compagnie l'ancienne cense domaniale de Münster avec une affectation de 8020 arpents pour y construire la verrerie royale de Saint-Louis. Alors que le cristal est découvert en Angleterre en 1676, Saint-Louis fait encore du verre jusqu'en 1781, date à laquelle M. de Beaufort le met au point. C'est un tournant majeur pour Saint-Louis. À Sourte, le dernier maître verrier, Adam Walter, décède en 1688. La verrerie est officiellement éteinte en 1700. 4 ans plus tard, 3 de ses fils fondent la verrerie de Meisenthal, verrerie qui deviendra le berceau de l'Art nouveau avec Émile Gallet. En 1721, les lettres patentes autorisent le sieur Poncet à édifier une verrerie à Goetzenbrück. En 1786, l'usine produit 2500 verres de montre par jour.
En 1921, René Lalique pose ses valises dans une vallée voisine de Meisenthal, celle de Wingen-sur-Moder. Un artiste d'exception, mais aussi un industriel dont la marque fera le tour du monde et qui aujourd'hui encore fait rêver. En 1925, Theodor Heitzmann, boulanger à Lemberg, perd une bonne partie de sa clientèle lorsque Saint-Louis ouvre une boulangerie pour ses ouvriers. Ce dernier aura cette phrase célèbre « Si Saint-Louis veut faire du pain, moi, je saurai faire du cristal ». C'est ainsi qu'il crée la cristallerie Lorraine en plein cœur de Lemberg avec une vingtaine de verriers débauchés de Saint-Louis. Montbronn a compté 4 cristalleries. Il en reste 3 aujourd'hui, Ferstler, cristallerie de Paris et cristallerie de Montbronn. De nombreux artisans indépendants se sont aussi installés dans les villages du Pays du Verre, anciens tailleurs de Lemberg ou de Saint-Louis qui perpétuent le savoir-faire des maîtres verriers. Lucien Fleck, finalement, entre Meisenthal, Götzenbrück ou Lemberg, on faisait du verre partout sur le secteur. C'est quoi la spécificité de Meisenthal? Qu'est-ce qu'on fabriquait ici? C'était d'abord, Saint-Louis, c'était plus cristallerie. Oui. Meisenthal faisait aussi du cristal, mais c'était plus le demi-cristal, le cristallin. C'était plus verrerie que cristallerie. Et il travaillait principalement, il faisait beaucoup le verre moulé. Oui. Et les dernières années, il travaillait pour les restaurateurs. Il faisait le demi-bistrot, le Bierside, le soufflé-bouche. C'est ça qui n'est plus rentable. Aujourd'hui, vous avez 2 créneaux. Vous avez d'un côté le mécanique et de l'autre côté le haut de gamme. Et Meisenthal était entre les deux, qui faisait le verre courant artisanalement. C'est pour ça qu'ils ont dû fermer. Donc, oui, effectivement. Oui. Alors, on connaît aussi très bien la fameuse boule de Meisenthal. Mais alors, au départ, c'était pas une boule de Noël, et en plus, elle venait pas forcément que de Meisenthal. Non. Meisenthal s'est créé en 1711, et les mêmes directeurs ont créé une usine à Götzenbrück, qui est le village à côté, en 1721. Et Götzenbrück est toujours resté dans l'optique, donc les lunettes. Les lunettes, oui. Et Meisenthal est resté dans la gobeleterie. Et les boules de Noël proviennent effectivement de Götzenbrück, parce qu'au départ, c'était pas pour une boule de Noël, c'était pour les lunettes. Ils soufflaient des grosses boules, ils cassaient les boules et des débris découpaient la forme du verre. C'était pour les lunettes. Mais c'était principalement pour les lunettes de soleil et les lunettes de protection, parce que les lunettes médicaux, il y a une dioptrie à faire après. Oui, il y a une correction. Et l'histoire de la boule de Noël est venue après, quand en 1858, ils n'avaient pas de fruits pour décorer leur arbre de Noël. Ils n'ont pas inventé la boule, puisqu'ils soufflaient des grosses boules pour les lunettes. Oui, ils avaient eu l'idée de faire des petites pour décorer l'arbre de Noël. Ah oui, voilà. C'était fait ici jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. 50-60, c'était remplacé par le poule en plastique. L'usine a carrément arrêté. Ah oui, parce que le plastique, et depuis une quinzaine d'années, le CIAV, qui est à côté, qui s'est créé, les anciens verriers montrent comme souffler les boules. La première année, ils vendaient 50, l'année dernière, ils vendaient plus de 50 000. Et chaque année, un artiste, une artiste qui fait une autre boule. Ouais. Donc, il y en a qui croient au Père Noël, ça devrait aller. Et puis, l'invention du cristal a elle aussi eu des effets considérables, notamment au niveau économique. Et on a même vu se créer sur le secteur des villages entiers. Allez, on vous en dit plus. Les verriers sont arrivés avant les villages. D'ailleurs, c'est autour des verreries que se sont développés de petits hameaux, puis des villages de plus en plus importants. La plupart des villages des Vosges du Nord se sont développés autour de la verrerie. En général, les verriers construisaient le four, la verrerie et puis autour leur maison d'habitation. Et c'est comme ça que sont nés de nombreux villages des Vosges du Nord. Je pense bien sûr à Meisenthal, mais on pourrait également citer Götzenbrück, Saint-Louis ou Wingen. Une ligne de chemin de fer a vu le jour entre Wingen-sur-Moder et Saint-Louis, le Ziegel. La voie ferrée devient vraiment, à la fin du XIXe siècle, un élément structurant qui va permettre aux verreries de se développer. Elle s'était au départ installée dans la région à cause des matières premières pour la fabrication du verre. Et puis, petit à petit, les verriers vont chercher des matériaux plus purs, beaucoup plus loin. Et donc, il faut transporter ces matières premières. Et le chemin de fer est un excellent outil pour cet acheminement. Et puis autour des verreries, c'est toute une économie qui s'est développée. Par exemple, Saint-Louis a employé jusqu'à 400 bûcherons. Là où l'industrie du verre a eu une influence, c'est au niveau démographique et au niveau de l'aménagement du territoire. Le pays du verre et du cristal, autrefois communauté de communes à part entière, comptait plus d'habitants que les cantons alentours. Le tracé de la voie ferrée Bitche-Sarreguemines entre dans ce pays du verre.
Et jusque dans les années 70, le bus reliant Strasbourg à Bitche suivait un tracé via Wingen-sur-Moder et Lemberg. Si aujourd'hui il ne reste que 3 sites en activité, le territoire reste marqué par son passé verrier. Et tous ces villages n'auraient peut-être jamais vu le jour sans les Glasmacher. Potier, cueilleur, teaser, souffleur ou encore graveur, bref, vous vous en doutez, les métiers du verre et du cristal sont nombreux et nécessitent un savoir-faire unique. Regardez. À la verrerie, on retrouve plusieurs métiers. En premier lieu, le potier qui va fabriquer le creuset dans lequel la matière sera chauffée. Le cueilleur puise la matière en fusion dans le pot et la porte au maître. L'objet est formé avec la palette sur la paraison. Depuis ses origines, le travail du maître verrier n'a pas beaucoup changé. Un four, un banc, une paraison, une canne, des pinces, et la magie fait son œuvre. Le teaser était chargé de maintenir la température du four de jour comme de nuit et de changer le creuset quand c'était nécessaire. Une fois la pièce brute achevée, elle sera taillée, gravée à l'acide, dorée ou polie. C'est l'atelier du froid. À Saint-Louis, par exemple, en 1788, parmi les ouvriers au cristal, on comptait 8 maîtres cristalliers, un fondeur, 3 teasers et 11 head-teasers, 20 tailleurs de cristal et 3 apprentis, et enfin 11 graveurs avec leurs 3 apprentis. Chaque verrerie ou cristallerie travaille ainsi, mais chacune a aussi développé des savoir-faire spécifiques. À Goetzenbrück, on a inventé la boule de Noël, un savoir-faire que le CIAV de Meisenthal a su préserver et perpétue aujourd'hui. La LIC, quant à lui, a breveté plusieurs de ses savoir-faire. À Saint-Louis, on a développé la technique du filigrane qui a donné naissance aux célèbres presse-papiers qui sont encore aujourd'hui une spécialité de Saint-Louis. À la cristallerie Lorraine de Lemberg, on a développé un savoir-faire jamais reproduit à ce jour, le dessin peint à l'émail. Voici le portrait de Theodor Heitzmann, fondateur de la cristallerie, une œuvre de Joseph Neiter. Plusieurs meilleurs ouvriers de France sont passés dans les halles verrières du secteur ou sont encore en activité. Certaines de leurs œuvres sont exposées au musée du verre de Meisenthal. Et nous voilà à Saint-Louis, ici, chez vous, Gérard Stenger. Alors, vous avez travaillé à la cristallerie de Saint-Louis. Oui. Vous êtes d'ailleurs meilleur ouvrier de France. Oui. Alors, combien de temps vous avez travaillé à la cristallerie ? 39 ans et demi. 39 ans et demi. Pour être exact. Et alors, la pièce qui vous a permis de devenir meilleur ouvrier de France, c'est celle-ci. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi exactement ? Comment elle est fabriquée ? C'est un verre en trompette qui est fait en 4 pièces, en 2 pièces principales, c'est-à-dire la paraison en haut et la jambe en trompette. Hein. D'accord. Et c'était une pièce qui était difficile à faire ? Oui. Pourquoi ? Pour ouvrir la paraison en haut, il fallait que ça réussisse du premier coup. Parce que il fallait réchauffer encore une fois, parce que l'ouverture n'était pas assez, il manquait 1 millimètre ou 2. Quand vous réchauffez une pièce comme ça, elle rétrécit. Ah d'accord. Oui. Okay. Donc la longueur n'était plus exacte. Ah oui, ça changeait tout. Voilà. Effectivement. Et pour le pied, c'est pareil. L'ouverture, parce que tout ça, on avait un gabarit pour contrôler. Ah bah oui, pour rester dans les normes du concours. Exactement. Quoi. Et puis un gabarit qui épouse l'extérieur. D'accord. Ok. Voilà. Et quel souvenir vous gardez-vous de ces 39 ans et demi à la cristallerie ? Oui, il y a eu des hauts et des bas. C'était une passion pour vous ? Oui, j'avais beaucoup de réussite. Oui. Beaucoup de réussite. Et puis, ça faisait un peu des jaloux aussi. Ça, forcément. Voilà, oui. Et d'ailleurs, vous avez aussi toute une collection de pièces. On peut peut-être aller les voir ? Oui, oui. Alors ici, on voit toute une partie colorée. Oui. Ce sont des verres, c'est ça ? Ça, c'est plutôt parce que ma femme aussi, elle travaillait à la cristallerie. Ah, c'est une histoire de famille ? Alors, c'est elle qui a... Elle travaillait au choix, c'est-à-dire l'emballage définitif, quoi. Et puis, des fois, il y avait des pièces qui n'étaient pas à 100%, et elles ont pu les racheter. Ah, mais ça, c'est quand même intéressant. C'est comme ça qu'elle les a ramenées, quoi. Ouais. Et puis, vous avez aussi fabriqué des presses-papier ? Oui. On va aller les voir ensemble ? J'en ai fait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, d'accord. Alors, on voit qu'il y a différents styles, différentes formes. Oui. Est-ce qu'il y a une pièce que vous préférez ? Oui. Laquelle ?
Eh bien, il y a le sablier. Oui, Hein? on peut le prendre? Oui, ça c'est... Vous voyez? Oui. C'est une pièce qui est aussi difficile à réaliser? Oui, ça c'est... Ouais, vraiment, oui. Pourquoi est-ce que c'est difficile? À cause du sable, c'est ça? Oui, une fois que le sable est dedans, on ne peut plus réchauffer. Ah oui. Donc il ne faut pas se rater, il faut le faire tout de suite, Voilà. du premier coup? Exactement, oui. Parfait. Oui, oui. Effectivement, avec Voilà. cette pièce-là, on voit bien le savoir-faire de Saint-Louis. Oui. D'ailleurs, c'est un savoir-faire qui s'exporte aujourd'hui à travers le monde. Regardez. Oui. Il faut des années d'expérience et une vocation totale à son art pour engendrer l'excellence. Tailleurs, graveurs et verriers ont depuis leur adolescence consacré tout leur temps à leur art. La simple évocation des noms de Saint-Louis, Lalique ou Gallet sous-entend la maîtrise parfaite de la matière. Avec le temps, les verriers ont fait évoluer les techniques, sont parvenus à sublimer la matière. On a longtemps cherché la formule du cristal car on cherchait à reproduire l'éclat du cristal de roche. Mais à travers les siècles, les essais et l'imagination des artistes, on est allé plus loin encore que la simple imitation de la nature. Le musée de la Grande Place regroupe tout ce que Saint-Louis a fait de plus beau en plus de 3 siècles de cristal. Les presses-papiers, dont Colette raffolait, sont l'apothéose du savoir-faire de Saint-Louis. Chez Lalique, l'excellence, c'est la vision artistique de son fondateur. René Lalique parlait de cette matière en ces termes, une matière brillante, solide et complaisante qui se prête à des combinaisons utilitaires et ornementales quasi infinies. Si les premiers verriers répondaient à une demande principalement utilitaire, leurs descendants ont su expérimenter, chercher, inventer et se renouveler. Aujourd'hui, chaque pièce sortie des fours et des ateliers de taille ou de gravure, qu'elle soit en verre ou en cristal, est une œuvre d'art. Le savoir-faire des verriers de nos vallées est reconnu et recherché. Que ce soit une simple boule de Noël, un lustre majestueux ou un vase en édition limitée, l'excellence est toujours au rendez-vous. À travers les années, ce savoir-faire né ici s'est exporté d'abord pas très loin, vers Lunéville, mais ensuite beaucoup plus loin, notamment vers les États-Unis. Reportage. Les premiers verriers qui s'installent dans les Vosges du Nord sont allemands. Cette installation est, historiquement parlant, la deuxième vague de l'industrie verrière en Lorraine. Les verriers, encore itinérants, sont venus de Hesse, de Souabe et du Spessart, comme Martin Greiner, à l'origine de Saint-Louis, qui était originaire de Heilbronn. On voit émerger des noms de famille, encore bien familiers aujourd'hui, comme les Stenger, qui ont voyagé entre les grandes forêts des Vosges et celles de l'ouest de l'Allemagne avant de s'établir au pays de Bitsch. Le cofondateur de Münster venait de la province de Hesse. Et puis, lorsque les industries du verre et du cristal étaient bien installées, d'autres artistes sont venus poser leurs valises dans le secteur. C'est le cas d'Otto Pfeiffer, arrivant de Bohême. Il vient travailler aux cristalleries Lorraine à Lemberg. Enfin, il y a ceux qui sont partis vers 1870. Cherchant à rester français, ils ont exporté le savoir-faire verrier dans d'autres contrées. Ainsi, les frères Müller de Kalhausen ont travaillé à l'atelier Gallet avant d'établir leur verrerie à Lunéville. Les descendants de la famille d'un notaire de Bitsch fondèrent la célèbre cristallerie Dôme à Nancy. Et certains ont même fait la traversée de l'Atlantique pour s'établir en Amérique, comme Christian Dorflinger, Johann Niklaus Illig ou encore Nicolas Lutz, maître verrier de Saint-Louis, inscrit au patrimoine artistique des États-Unis. Jean-Claude Durmeyer, là on est ensemble au cœur du village de Saint-Louis, devant l'entrée du musée du Cristal. Alors vous êtes un passionné de l'histoire de Saint-Louis et surtout un ancien verrier. Alors d'abord, côté statut, expliquez-moi, fut un temps, les verriers étaient quasiment considérés comme des nobles en fait. Oui, mais on dit ça, mais en fait, oui, bien sûr, les verriers étaient des nobles qui s'installaient, mais il faut savoir qu'une verrerie qui au début s'installait, la première qui s'est installée ici, c'était en 1585.
Et donc il fallait tout installer sur place. Ah oui, d'accord. Donc il y avait peut-être un verrier noble là-dedans, mais il y en a beaucoup qui ont travaillé autour, je pense, quand même. Ok. Ouais. Et fut un temps, on était aussi verrier forcément de père en fils. Comment ça se passait dans les familles? Ben, il faut vous imaginer qu'à Saint-Louis, de toute façon, toutes les maisons, jusqu'en 1964, appartenaient à l'usine. Donc si quelqu'un ne travaillait pas à l'usine, il ne pouvait pas rester. Donc si tous les verriers, alors, ceux qui étaient bons à l'école, ben, peut-être qu'ils faisaient des études et partaient ailleurs. Oui. Et bon, ils pouvaient encore continuer à vivre avec leurs parents. Mais dès qu'ils voulaient s'installer ailleurs, ils n'avaient plus le choix. Hein. Il fallait qu'ils quittent le village. Ici, n'habitaient que des gens qui travaillaient dans la cristallerie. Parce que toutes les maisons appartenaient jusqu'en 1964 à la cristallerie. Et puis l'activité du verre et du cristal, c'était le premier employeur en fait sur le secteur. J'imagine que du coup, il y a toute une communauté en fait. Ben, bien sûr, oui. En fait, on était tous on travaillait tous au même endroit. Oui. On avait pratiquement tous les mêmes horaires. On avait tous pratiquement le même genre de maison, parce qu'on ne payait pas de loyer, donc on était logés par l'usine, et donc on ne payait pas l'eau non plus. Donc on était tous une communauté très unie, on était tous pareils, on travaillait tous à l'usine, on avait les mêmes horaires, on n'avait pas de propriété privée, donc on n'avait pas à prouver aux voisins, rien ne nous appartenait. Donc on était là, on travaillait, et puis le soir, on rentrait à la maison et on s'habillait autrement. On mettait, alors des fois les gars des patelins aux alentours, ils disaient ouais, à Saint-Louis, ils se prennent un peu pour des princes parce qu'ils sont habillés le soir. Quoi. Mais en fait on se changeait, on transpirait à l'usine, il faisait très chaud et tout ça. Oui, voilà, donc forcément, on était tous dans le même pétrin. Oui, quoi. je vois. Et bien justement, on va faire un point plus en détail sur le statut, les avantages, voire même les quelques inconvénients des verriers. C'est parti. Les premiers verriers itinérants sont apparus dans la région au XVe siècle. Les ducs de Lorraine, souhaitant encourager le développement de l'industrie verrière, édictent une charte précisant les droits des verriers. Ces derniers sont déchargés de la dîme et autres contributions d'ost, de gîtes et de chevauchés. Ils portaient l'épée et étaient pratiquement assimilés à des nobles. Ils avaient aussi le droit de prélever dans les forêts autour de leur verrerie autant de bois qu'il était nécessaire pour alimenter leur four. Et comme les fours devaient être alimentés en permanence, les verriers étaient aussi exemptés de toute corvée. Lorsque le cristal fut mis au point à Saint-Louis à la fin du XVIIIe siècle, le verrier fut soumis à d'autres contraintes. En effet, il fallait protéger le secret du cristal. Ainsi, les ouvriers de la manufacture n'avaient pas le droit de s'éloigner de plus d'une lieue de l'usine sans autorisation. Et s'ils voulaient quitter la fabrique, ils devaient poser un préavis de 2 ans. La famille du verrier était logée par l'usine. Elle disposait d'un logement et d'un jardin attenant. À la Quirbe, le maître verrier recevait une 12aine de verres de cristal en cadeau du patron. La particularité de Saint-Louis réside aussi dans le fait que tout le village appartenait à l'usine. Les bâtiments de l'usine, mais aussi les maisons des ouvriers et même l'église. Ce n'est qu'en 1960 que les verriers acquièrent leur autonomie. La fabrique vend le village à ses ouvriers. Parallèlement, les verriers peuvent aussi obtenir un certificat d'aptitude professionnelle et peuvent posséder une maison ou se la faire construire. Dernière escale de notre visite ici à Saint-Louis, Jean-Claude Durmeyer. Là, on se trouve devant des logements typiques de la cité ouvrière de Saint-Louis. Expliquez-moi, qui vivait ici, comment ça se passait avec les familles, etc. Ben en fait, il y avait différents types de logements. Hein. Il y avait des logements pour cadres, il y avait la villa où il y avait des cadres, c'était sur la hauteur. Tu avais aussi le logement de la direction, hein. Serhouse, on dit en dialecte, quoi, la maison des maîtres. Et puis il y avait les ouvriers qui avaient les logements. Et là, c'est un logement typique d'ouvrier, donc ça s'appelle le Glabarvé, la rue qui avait la Clabar. Et donc, autrefois, les gens habitaient là. Mais ce bâtiment, il a une particularité, il n'a pas d'ouverture à l'arrière, parce qu'à l'arrière, le bâtiment est donné sur le parc de la direction. Ah d'accord. Et donc, il ne fallait pas regarder, voilà, il ne fallait pas donc que les ouvriers... toutes les fenêtres de ce côté-là. Ouais, voilà. Alors comment ça se passe? Il y avait plusieurs familles, là une porte d'entrée, c'est peut-être
une ou deux familles, on imagine. Ben oui, ça par exemple, moi, là, il y a différents. À chaque entrée, il y avait certainement 2 familles qui habitaient. Donc, on habitait assez près les uns des autres. Ouais. Mais bon, je trouve qu'il y avait une vraie communauté de gens. Par exemple, moi, j'habitais dans un bâtiment en face du musée qui a disparu quand j'étais gamin. Mais bon, c'était à plusieurs étages. Mais je me souviens, par exemple, avec les voisins du dessus, on communiquait, il n'y avait pas le téléphone à l'époque, ni le portable, donc on communiquait par des tuyaux d'eau. Quand on voulait appeler le copain d'en haut pour dire maintenant on y va, alors on tapait avec la cuillère 2 fois sur le tuyau. C'est un beau souvenir ça. Oui, bien sûr. Ouais. Alors à l'époque, chaque famille, même encore aujourd'hui, chaque famille a un objet, un verre ou quelque chose en cristal. Comment est-ce qu'on le vivait à l'époque? Est-ce que maintenant c'est une fierté? Est-ce que c'est autant une fierté qu'avant? Comment bon, en fait, il y a objet et objet. En fait, il y a d'abord les objets. Il faut dire qu'il y a aussi des objets en cristal qui faisaient des tracés de notre vie. Oui. Par exemple, à la petite communion, on avait un verre de petite communion. À la grande communion, un verre de grande communion. Au mariage, un verre de mariage. Bon, les deux, le marié et le marié. Et moi, par exemple, quand j'étais à l'armée, le jour où je suis revenu de l'armée, on appelle ça, on a la quille. Donc les gens mettaient des quilles en bois, mais nous, les copains à l'usine, m'ont fait une quille en cristal de Saint-Louis, que j'ai toujours chez moi à la maison. Ah, oui. Et donc, et les objets, les autres, bien sûr, il y avait aussi une partie d'objets que les verriers fabriquaient à la pause entre midi et 1h. D'accord. Ils appelaient ça les bousillés en français. Et donc, c'était souvent des poissons et des choses comme ça que certains verriers fabriquaient. C'était commun? Oui, c'était commun. C'était pas considéré comme des objets d'art? Oui, non, pas vraiment. Non, ça se faisait comme ça. Bon, quand même, on avait de l'estime pour ces objets. Et puis, bien sûr, on avait aussi des objets, parce que, par exemple, pour la fête du village, chaque ouvrier recevait un service de table, mais pas taillé, juste un service brut. Mais bon, et puis, des fois, on ramenait aussi des pièces à moitié cassées de l'usine, enfin qu'on avait plus ou moins le droit d'emmener, mais et dans toutes les familles, il existe des pièces comme ça. Bien sûr, mais il y en a plein. Et pour moi, ça a une valeur affective importante, parce que ça, chaque fois que je vois un objet comme ça, je vois aussi un peu tout le village de ça, enfin les gens de Saint-Louis, parce que la cristallerie, on parle des verriers, mais c'est un ensemble de personnes qui travaillaient ici. C'est pas seulement les verriers, c'est une ambiance, c'est tout ce qui est autour, quoi. Ouais. Voilà. Merci en tout cas pour ce petit retour en arrière. On va maintenant s'intéresser à l'activité aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se porte, et on fait tout de suite un point en images. Si les verreries ont été une trentaine dans les Vosges du Nord, en ce début de XXIe siècle, 3 sites sont encore en activité. Saint-Louis, Lalique et le CIAV de Meisenthal, qui lui n'a pas de vocation industrielle, mais qui s'est tout de même fait une belle réputation en 20 ans avec ses boules de Noël. Lalique n'est plus l'entreprise familiale qu'elle était, mais l'esprit de son créateur est intact. On retrouve encore aujourd'hui la patte de l'artiste dans les finitions des créations d'aujourd'hui. À Saint-Louis, c'est Hermès qui a pris les commandes il y a 30 ans et fait rayonner la marque à travers le monde, comme aux grandes heures de la cristallerie royale. Le savoir-faire continue à se perpétuer grâce aux manufactures toujours en activité, la Ligue bien sûr, mais également Saint-Louis, le travail également remarquable qui est fait au CIAV avec les collaborations avec des designers contemporains. Aujourd'hui, les gestes demeurent très proches des gestes ancestraux, mais tout ce qui est autour évolue, la chimie évolue, les fours évoluent, tout ce qui est autour de la fabrication elle-même est au service de ce savoir-faire ancestral. À côté de la production, on n'oublie pas l'histoire de ces artisans, artistes, maîtres verriers et leur savoir-faire qui sont mis en valeur au musée Lalique, au musée de la Grande Place de Saint-Louis et sur le site verrier de Meisenthal. Ensemble, ces 3 sites forment les étoiles terrestres. Ça fait maintenant quasiment 8 ans. Ces 3 sites majeurs sont installés dans des vallées mitoyennes et ont décidé de coaguler leurs forces, leur énergie, leur inventivité pour communiquer de manière large, pour créer ici sur ce territoire du trafic touristique qui est lui-même déclencheur d'économie induite et directe, mais aussi surtout un beau moyen pour les visiteurs de découvrir cette fabuleuse culture du verre. Après plus de 500 ans d'activité verrière puis cristallière au cœur des Vosges du Nord, ce petit territoire fait encore parler de lui au-delà de nos frontières, un signe que l'histoire continue de s'écrire.
Si par le passé les verreries se sont installées ici dans ces régions, c'est bien parce qu'il y a eu un jour la possibilité d'avoir accès à des ressources immédiates, naturelles, comme le bois, le sable, les fougères, etc. Bien des entreprises à travers le monde ont pris le parti d'aller s'installer près des grands môles de transport ou viser l'endroit où la main-d'œuvre est la moins chère pour pouvoir optimiser leurs coûts de production. Saint-Louis, Lalique, Meisenthal et d'autres artisans ont décidé de rester au pays. Et ils ont été courageux. Les choses fonctionnent. Aujourd'hui, il y a un vrai retour aux sources. Les gens sont très sensibles aux objets fabriqués à la main, aux objets qui racontent des histoires. Donc je pense honnêtement que le verre et le cristal ici a encore un brillant avenir. Pour preuve, ici à Meisenthal, les pouvoirs publics, des fonds privés et les équipes en place militent depuis des années pour une extension de ce site. L'histoire continue et je pense qu'elle a encore un brillant avenir devant elle. Voilà, notre émission en immersion au pays du verre et du cristal se termine ici sur les hauteurs de Saint-Louis. J'espère que vous en avez pris plein les yeux et que vous en savez désormais plus sur l'histoire et le patrimoine de notre secteur. C'est finalement un petit bout de notre histoire personnelle à tous qu'on vous a montré aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et à des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h45, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème Magellan et une incroyable mise en lumière du Casino des Faïenceries. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. Les meilleures affaires, c'est chez Best. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous.